C'est bon, on peut commencer? Oui. Tout de suite? Oui. Ok. Bonjour à tous, on est très heureux de vous retrouver pour ce premier live Caxpero ou Saxpero, vous l'appelez comme vous voulez. Aujourd'hui, on a un premier invité et de marque, j'ai envie de dire. Nous avons le président du parti Debout la France, Nicolas Dupont-Aignan. Bonjour Nicolas, comment ça va? Eh bien, ça va bien. Bonjour à vous tous. Alors, on va parler de plusieurs sujets. On va parler de l'Union européenne, on va parler d'Ursula von der Leyen avec la conférence des donateurs qui est en cours actuellement sur les réseaux sociaux. On va parler des frontières, on va parler des transports, on va parler essentiellement du coronavirus et la situation actuelle en France et peut-être à l'international aussi. Mais déjà, Nicolas Dupont-Aignan, j'ai envie de vous poser la première question. On est tous en confinement. Certains, en tout cas beaucoup, restent chez eux. Certains continuent de travailler. Vous faites quoi pendant ce confinement? J'ai jamais autant travaillé, c'est étrange, parce que d'abord c'est plus difficile de travailler en étant chez soi, et puis beaucoup de conférences téléphoniques, quelques séances à l'Assemblée nationale, un peu de travail dans ma circonscription où je vais de temps en temps. Voilà, on n'arrête pas entre les conférences téléphoniques du ministère des Affaires étrangères, de la Commission des Affaires étrangères, les séances à préparer. Chaque soir, je fais une vidéo sur Facebook, dont certaines ont eu plusieurs millions de téléspectateurs, donc ça fait plaisir. Mais ça se prépare, ça ne sort pas comme ça. Beaucoup échangé avec nos cadres et puis beaucoup de médecins aussi. On a un groupe de médecins, d'infirmières, de professionnels de santé qui ont vraiment bien bossé. Ce qui m'a permis, je pense, d'être assez en avance, du moins. Voilà. Si on nous avait écouté un peu plus, on n'en serait pas là, sans prétention. Alors, c'est ce que j'ai annoncé aujourd'hui. Il y a eu une conférence des donateurs qui a été lancée aujourd'hui. Différents responsables à l'international et surtout dans l'Union européenne sont passés un par visio-conférence. On les voyait par caméra. Ursula von der Leyen qui les présentait un par un. C'était un peu l'Eurovision en fait. On attendait. Ursula von der Leyen était la présentatrice. On avait chaque responsable qui représentait le pays. On attendait Emmanuel Macron qui disait 12 points pour la Russie avec vous savez, les huées comme à l'Eurovision. Je ne sais pas si vous connaissez derrière pour la Russie. Alors 7,5 milliards d'euros, c'est le total que doit atteindre l'Union européenne par des dons. Mais pourquoi font-ils ça? C'est pour avoir un vaccin, pour essayer de chercher et trouver un vaccin pour le Covid-19. Ça sert vraiment de faire ça? C'est pour racheter leurs fautes. C'est du grand cinéma, c'est du grand n'importe quoi. Ce sont des chefs d'État qui, pour certains, ont failli, sont responsables de milliers de morts. Bon, donc si les gens tombent dans le panneau encore de ce spectacle pitoyable, voilà, moi, ce n'est pas à la hauteur de l'enjeu. Bon, c'est très bien qu'on mette de l'argent pour la recherche. C'est très bien qu'on mette de l'argent, pourquoi pas pour un vaccin, encore qu'il y a certains professeurs qui disent que le vaccin, on n'est pas près de l'avoir. Mais moi, j'aimerais que, en tout cas, notre chef d'État à nous s'occupe d'acheminer les masques aux médecins, aux infirmières, s'occupe de doubler les lits de réanimation, ce qu'il ne veut toujours pas faire, s'occupe de tester les Français pour protéger ceux qui sont contaminés. Enfin bref, qu'on arrête cette foire, ce grand spectacle, alors que le pays est un des plus ridicules, parce qu'on est la risée du monde. Et moi, ça me fait de la peine comme Français, voilà. Surtout que, je le dis très sincèrement, et ce n'est pas de la prétention, mais nous sommes quand même un certain nombre, dès le 27 janvier, reprenez ma vidéo du 27 janvier sur Facebook, à avoir prévenu, quoi. C'est pas si compliqué. Je vous rappelle qu'en Pologne, il y a moins de 500 morts. Je vous rappelle qu'en Israël, il doit y avoir moins de 500 morts aussi. On est dans des rapports de 1 à 10 ou de 1 à 100 en termes du nombre de victimes. Donc c'est indécent ce qui se passe en France et il y a de quoi être très en colère, non pas pour être en colère, mais parce qu'on peut être con une fois, mais être con à plusieurs reprises. De suite, j'entendais la ministre, Mme Pénicaud, qui est vraiment celle-là, elle a la bonnet d'âne, qui nous disait qu'il ne fallait pas tester les gens dans les entreprises. Enfin, on croit rêver, les gens vont reprendre le travail, il faut les tester. Enfin, des choses simples. Moi, je demande des choses tellement simples qui se font ailleurs. Et on a une presse tellement franco-française qu'on ne montre pas ce qui se fait ailleurs. C'est quand même, il y a des éléments d'explication. Pourquoi l'Europe occidentale et justement les pays de l'Union européenne sont les pays où il y a plus de victimes? Il y a quand même des interrogations à avoir. Et pourquoi c'est les pays France, Italie, Espagne? Quand même à s'interroger.
Mais l'Union européenne, dans tout ça, elle gère bien ou pas? Parce que je sais par exemple, parce que j'entends beaucoup l'Union européenne a fait beaucoup de fautes. Oui, elle a fait beaucoup de fautes. Mais par exemple, elle a rapatrié plus de 50 000 personnes expatriées de citoyens de l'Union européenne. Non, mais attendez, l'Union européenne, dans cette crise, elle s'est évanouie, elle a disparu. Mais tout simplement parce qu'elle n'existe pas. Parce que c'est un mythe. Parce que qui a agi? Ce sont les États-nations. Qui est-ce qui a rapatrié les Français? C'est le ministère des Affaires étrangères français. D'ailleurs, qui a fermé la frontière la première? C'est l'Allemagne. Est-ce que sans l'Union européenne, si la France était sortie de l'Union européenne, par exemple en 2017, même si je ne sais pas trop parce qu'il y aurait eu plusieurs années pour qu'elle sorte, mais toute seule, elle aurait vraiment... Il n'y a rien eu de plus, enfin il n'y a rien eu de moins, rien de plus. L'Union européenne n'a rien fait dans cette affaire, absolument rien. Et elle est responsable, en plus, du désarmement du pays pour 3 raisons. D'abord, parce qu'on a supprimé les frontières intérieures, et en plus, la France a été le dernier pays à supprimer les visas de Chine, le dernier. Deuxièmement, parce qu'elle a désarmé par des accords de libre-échange déloyaux qui ont favorisé la désindustrialisation du pays. Et ensuite, parce que cette idée folle de réduire les services publics, de tout privatiser, on a détruit l'hôpital public. Alors attention, ce n'est pas que la faute de l'Union européenne, parce qu'on voit bien qu'au sein même de l'Union européenne, il y a des pays qui s'en sortent mieux que d'autres. L'Allemagne a gardé ses petits hôpitaux de proximité, l'Allemagne a gardé le double de lits de réanimation, et elle s'en sort beaucoup mieux en termes de victimes. Donc, moi, je n'accuse pas l'Union européenne de tous les maux. Je dis simplement que cette Union européenne est une fiction, et que quand il y a une crise grave, il n'y a que les États-nations qui existent. Tout le reste, c'est du bavardage. Après, l'Union européenne a aidé à donner du matériel, des masques. Vous plaisantez, mais rien du tout. Après, on parle beaucoup. Oui, la Chine, la Russie ont donné mais aussi l'Union européenne, dans cette affaire, a disparu. Et comme elle veut montrer qu'elle fait quelque chose, elle a organisé maintenant un système ahurissant, 500 milliards d'euros pour faire croire aux Européens qu'il y avait de l'argent qui venait de l'Union européenne. En fait, c'est de l'argent français, allemand, italien, qui monte à l'Union européenne à travers le programme SURE, à travers la BEI, à travers le programme MES, et qui redescendent. Donc l'enjeu n'est pas là. L'enjeu dans cette crise, on le voit bien, c'est qu'il y ait bien sûr une coordination. Il ne s'agit pas d'être tout seul, notamment en effort de recherche. Et c'est tant mieux s'il y a des milliards qui s'investissent pour faire de la recherche. Moi, j'ai toujours été pour des coopérations de recherche. Mais l'enjeu n'est pas là. L'enjeu, on le voit très bien si on faisait du benchmarking, comme on dit aujourd'hui, c'est qu'il y a des pays comme la France qui ont été gouvernés par des incapables, incompétents, et d'autres qui ont été mieux gouvernés. Et que le drame dans cette affaire, c'est que ça se chiffre en milliers de morts. Mais c'est terrible ce qui se passe, c'est terrible. Du précédent ou du président actuel? Parce que est-ce que c'est à qui la faute? La faute à François Hollande, Nicolas Sarkozy et avant, ou c'est plutôt la faute à Emmanuel Macron actuellement? Parce que quand il est arrivé au pouvoir, il y avait un défaut de stock. L'ARS, l'agence régionale de santé, lui a dit il faut commander, il faut commander. Il n'a pas commandé. Alors, il y a plusieurs choses. Je crois qu'on aura le moment où il faudra venir à voir les erreurs. Il y a une responsabilité d'abord du gouvernement actuel et du président Macron, parce qu'il est au pouvoir quand même depuis 2 ans et demi, qui a eu des avis répétés des autorités de santé pour dire commandez des masques, commandez des masques. Il n'a pas commandé les masques. Deuxièmement, quand la crise est arrivée, il a refusé de fermer les frontières par idéologie, ce que n'a même pas fait l'Allemagne de son côté. Et troisièmement, il a refusé de mettre des moyens dans l'hôpital public pendant des mois, et il a fallu, même malgré la grève de tous les chefs de service, qui ont prévenu. Ensuite, il y a eu un retard à l'allumage absolument catastrophique, et puis après, il y a eu des mensonges pour se couvrir, ça fait beaucoup. Mais il faut être honnête, il ne faut pas accabler que le président de la République, parce que qui est-ce qui a supprimé le stock de masques stratégiques? Ça a commencé à la fin de Xavier Bertrand, et c'est Mme Touraine, mais qui était conseillé par M. Salomon, par M. Véran, qui était ministre de l'économie, c'était M. Macron. Et c'est d'ailleurs la tragédie française, c'est que pour faire des économies de bout de chandelle, pour économiser, imaginez 100 millions d'euros par an, 100 millions par an, on va arriver à une facture entre 100 et 200 milliards. Et un pays à l'arrêt avec 30 000 morts. C'est un peu comme si dans votre maison, vous refusiez de vous assurer, ou avec votre scooter,
vous ne preniez pas d'assurance parce que ça coûte moins cher, parce que vous préférez aller au cinéma avec l'argent de votre assurance. Et si vous avez un accident, c'est dramatique. Donc, moi, je ne suis pas là pour accabler les uns ou les autres. Ce qui me révolte, parce que ça me révolte, c'est que depuis le 27 janvier, où je suis cette crise avec les experts de Debout la France, des médecins, des infirmières, des économistes, on n'a pas cessé d'alerter. Et à chaque fois, on nous a pris pour des rigolos, on m'a accablé sur les chaînes de télévision. C'est vrai que j'avais mis mon masque à l'envers, c'est vrai que c'est une connerie. Bon, mais je veux dire, est-ce que c'était ça qui était grave, ou est-ce que c'était plutôt le fait qu'il y avait un homme politique qui, pour la première fois, disait en France, il faut mettre un masque, et qu'à l'époque, on m'a traîné dans la boue. On m'a traîné dans la boue. Et aujourd'hui, on s'aperçoit quoi? Qu'il faut mettre un masque. Parce que tous les pays sérieux le font. Vous savez, moi, j'ai rien inventé. Ce qui est curieux, d'ailleurs. Au début, on nous disait qu'il ne fallait pas porter de masque. Maintenant, il faut porter un masque. Non, mais ce qui est extraordinaire, c'est qu'on me traite de souverainiste. En gros, l'homme des cavernes qui ne voit pas le monde tel qu'il est. Mais moi, je suis ouvert sur le monde. Moi, j'ai des gens de Debout la France à Hong Kong, à Singapour, à Taïwan, en Pologne, en Israël, au Maroc, qui m'envoient des messages. Et ce qui est paradoxal, c'est que moi qui suis souverainiste, qui demande l'indépendance de la nation, je suis beaucoup plus ouvert sur le monde et beaucoup plus au courant de ce qui se passe dans le monde que ces abrutis qui nous gouvernent, et je pèse mes mots et j'ose le dire. C'est incroyable, parce que tout le monde savait qu'en Corée du Sud ou à Hong Kong, le masque est obligatoire, les frontières sont fermées, on teste tout le monde et les gens travaillent. Bon, après, en Corée du Sud, il y avait déjà avant des antécédents de maladies, et même la pollution qui est bien plus élevée, une habitude aussi. Bon. Vous avez tout à fait raison. Il y a un problème culturel et je ne vais pas dire que c'est la faute du gouvernement si on n'a pas l'état d'esprit des habitants de Hong Kong. Mais je maintiens qu'il y a eu moins de 10 morts à Hong Kong, qui est aux portes de la Chine, et qu'on va en avoir 30 000. Et donc, ce qui me fait, si vous voulez, dans la vie, moi, je suis prêt même à pardonner les erreurs de démarrage. Parce qu'on peut toujours dire on peut commettre des erreurs. Mais ce qui est tragique dans la situation française, c'est cette espèce de satisfaction, d'autosatisfaction arrogante de nos erreurs. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'on les répète. Et c'est là où je pense que l'opinion française commence vraiment à en avoir assez. C'est-à-dire que nos compatriotes… On parlait des frontières tout à l'heure, au niveau des frontières. Vous disiez Emmanuel Macron n'a pas fermé les frontières. Mais vous avez demandé qu'on donne juste un document aux aéroports, dans les trains de traçabilité. Mais vous ne demandiez pas de fermer les frontières, si, peut-être des contrôles. Alors, vous avez tout à fait raison. Vous avez tout à fait raison. Ce que j'ai demandé dès le départ, dès le 27 janvier, c'est d'abord qu'on arrête les vols de Chine. Il y en avait 20 par jour. Ouais. 20 par jour. On a laissé poursuivre les vols de Chine, et vous savez pourquoi? Pour des raisons économiques. On m'a dit en privé, mais on ne peut pas arrêter parce qu'il y a LVMH, il y a les aéroports, il y a le tourisme, il y a l'argent qui est reçu par les touristes chinois. Donc là aussi, pour faire des économies de bout de chandelle au démarrage, on s'est payé un choc économique en retour considérable. Donc, il fallait arrêter les vols de Chine, ce qu'ont fait les autres. Deuxièmement, je n'ai jamais demandé qu'on mette la France dans une boîte de conserve. J'ai demandé qu'on fasse un contrôle sanitaire à l'aéroport, qu'on ait une traçabilité pour que, quand quelqu'un est positif, on puisse remonter ce qu'il avait fait. Et si vous reprenez l'exemple de Taïwan, à Taïwan, il y a toujours des vols qui arrivent de Chine, mais simplement la personne qui est testée, elle est mise dans un hôtel. Si elle est positive, on la met soit dans un hôtel gouvernemental, soit chez elle, mais avec un bracelet pour la surveiller. En un mot, il ne s'agit pas de fermer. C'est toujours le problème de fond, et ça c'est peut-être de notre faute, on n'a jamais su expliquer bien. Singapour est un pays qui est le plus mondialisé du monde. Et pour autant, il a toujours eu des contrôles de frontières, il a toujours eu un État, il a toujours eu une stratégie mondiale et nationale. Ça veut dire que je ne vois pas d'opposition, et c'est important pour la jeunesse, qui est un média de jeunes, c'est qu'il n'y a pas d'opposition entre être acteur de la mondialisation et être un État vigilant qui protège ses concitoyens, qui est stratège et qui coopère avec les voisins. Et ça, j'ai toujours eu beaucoup de mal à l'expliquer, parce que peut-être que je me suis mal exprimé d'abord, et puis au-delà de ça, on nous met toujours une caricature, un tampon, comme si comprendre le monde d'aujourd'hui, c'était abandonner toute protection de ses concitoyens. En vérité, c'est assez intéressant de se dire que les pays d'Asie aujourd'hui n'ont pas fait de confinement
n'auront pas de retard économique, ou très peu, pendant que l'Europe est en train de s'écrouler, victime d'une idéologie sans frontiériste mal comprise, mal assimilée. Au pays d'Asie, il y a eu quand même la Chine qui a fait Oui. confinement chez eux. Mais la Chine, si vous voulez, oui, bien évidemment. Mais les voisins de la Chine, si vous regardez les voisins de la Chine, ils ont eu tout de suite une stratégie intelligente de fermeture de frontières, de contrôle sanitaire, de port du masque et de tests et de soins à la chloroquine, la fameuse chloroquine. Donc, c'est quand même extravagant. Et en France, on est toujours dans la guerre de religion autour du druide, le professeur Raoult, qui est un instrument de polémique et tout, alors que dans tous les pays du monde, il y a, on traite les gens à la chloroquine. Voilà. Après la chloroquine, il y a Discovery, c'est voilà une étude qui est en train d'être faite. Bon, elle tarde un peu, mais la chloroquine, on ne sait pas encore, c'est pas encore confirmé parce que, et vous le savez très bien que si la chloroquine était confirmée comme vrai médicament pour soigner les personnes atteintes du virus, ça fait longtemps qu'on aurait utilisé ce médicament. Eh bien, c'est faux, c'est confirmé, c'est utilisé dans la moitié des pays du monde, le Maroc, Israël, les États-Unis, la Russie, le Japon, c'est utilisé partout. Et il n'y a qu'en France, où une petite camarilla de professeurs de médecine influencés par des laboratoires pharmaceutiques concurrents bloque l'usage de la chloroquine. Je suis désolé, c'est utilisé partout. Et le fameux essai Discovery, il ne teste pas la chloroquine avec le protocole du professeur Raoult, qui a toujours répété que ce n'était pas un médicament pour les cas graves, mais que c'était un médicament qui devait être pris en amont avant que la charge virale s'épuise. Bon, bref, je ne suis pas l'avocat du professeur Raoult, je ne cherche pas à défendre l'un ou l'autre, je cherche à dire que notre pays, face à cette crise, est dans un état absolument incroyable de polémique, d'incapacité à agir, qui n'est pas l'honneur de notre pays. Et j'aime profondément mon pays et j'aimerais qu'il réagisse différemment face à cette crise, car la facture, d'abord en termes de vie humaine, ensuite en termes économiques et en termes de social, est ahurissante. Voilà. Maintenant, je ne veux pas être trop long là-dessus, mais voilà ce que je voulais dire. En tout cas, ça a réagi sur Twitter. On a Franck. Déjà, avant de parler du commentaire de Franck, protégez-vous, restez chez vous tant que vous pouvez, tant que c'est possible. Réagissez sur le Facebook Live, en live. Je sais qu'il y aura beaucoup de monde qui vont regarder après ce live, mais voilà, réagissez si vous voulez. On pourra prendre vos questions. Franck sur Twitter qui nous dit le gouvernement va prendre obligatoire le port du masque, mais le problème c'est qu'il risquerait de ne pas en avoir assez jusqu'à juin, et il demande tout simplement, pour éviter l'amende de 135 €, est-ce qu'il faut porter un masque plusieurs jours? Déjà qu'on sait que plusieurs heures c'est déjà limite, alors plusieurs jours. Bon, je ne vais pas reprendre tout ce qui a été dit là-dessus, vous connaissez tout ça par cœur, vous êtes des jeunes intelligents. Moi je suis content de vous répondre, on sait ce qu'il faut faire aujourd'hui, il faut contrôler nos frontières avec raison. Il faut porter le masque et donc produire des masques et réquisitionner des entreprises et produire des masques. Le Maroc a été capable de le faire, je ne vois pas pourquoi on n'est pas capable de le faire. Il faut tester, il faut soigner. Voilà, il faut rapatrier la production de médicaments en Europe, il faut relocaliser. Il faut à fond, le Japon a mis 2 milliards d'euros pour relocaliser des industries au Japon qui sont en Chine. Nous, on a mis 40 millions d'euros. Enfin, tout ça est dérisoire. Comment vous allez faire pour relocaliser les entreprises ? Mais très simplement, il faut que l'État investisse, les aide à recréer des chaînes de valeur. Et puis, il faut rompre avec certains accords de libre-échange. Il faut baisser les charges sur les PME. En un mot, il faut faire une politique du Made in France que je propose depuis des années. Nous avons 25 mesures pour le Made in France. Et si on les avait mises en place depuis longtemps, on n'en serait pas là. D'ailleurs, l'Allemagne, assez intelligemment, tourne assez bien les règles de l'Union européenne pour défendre son industrie nationale. Mais il faut quand même qu'on parle d'une chose, mais si on se met à la place du patron, comment voulez-vous remotiver les patrons à revenir? Et quand je parle de patron, c'est patron quand même assez grand, parce que les PME, les TPE, généralement, ou TPI et PMI, sont en France. Hein. Et c'est ce qu'ils font l'emploi de la nation. Mais il faut parler d'un truc, c'est que les patrons qui partent à l'étranger, pourquoi ils partent à l'étranger? Il faut savoir pourquoi. Parce que les impôts sont trop élevés. Par exemple, il y a trop de charges. Qu'est-ce que, au niveau, en termes de charges, qu'est-ce que vous proposeriez? Là-dessus, nous avons fait un plan très précis
qui était de diviser par 2 l'impôt sur les sociétés pour les bénéfices réinvestis sur le sol français, de baisser les charges des entreprises en faisant des économies sur les gaspillages, notamment de la fraude à la carte vitale qui représente entre 15 et 20 milliards d'euros par an. Moi, je ne vais pas fabriquer de l'argent, mais nous avions un plan, notamment au moment de la crise des Gilets jaunes, de redistribution de 70 milliards d'euros qui se répartissaient à moitié pour le renforcement du service public, notamment l'hôpital, et de l'autre pour la baisse des charges. Vous avez tout à fait raison, si on veut faire produire en France, il faut baisser les charges des entreprises, mais il faut faire des baisses de charges ciblées sur ceux qui rapatrient leurs usines dans notre pays. Je ne veux pas être trop long parce qu'il y a eu un vote au Sénat, je crois, de refus du confinement, donc je vais être obligé de répondre à des interviews, mais s'il y a encore quelques minutes, je suis avec vous et je vous remercie de votre invitation. Est-ce qu'il y a quelques questions ? Oui, bien sûr, il y a des questions sur les tests. 700 000 tests par semaine, c'était l'objectif du gouvernement. Là, c'est plutôt 120 000, 130 000 ces dernières semaines. Vous pensez qu'ils vont arriver à ce chiffre ? Là aussi, on a pris un retard fou. On a mis 1 mois avant d'homologuer les tests des laboratoires départementaux publics, 100 000 tests par semaine. Les conventions ne sont toujours pas signées. Je lisais maintenant le journal Le Monde, qui n'est pas suspect d'être un anti-macroniste féroce. Le journal Le Monde expliquait que les laboratoires scientifiques les hôpitaux n'arrivaient toujours pas, universitaires, pardon. 100 000 tests par semaine, les conventions n'étaient toujours pas signées avec l'État. Enfin, on croit, c'est un cauchemar. Ce mélange de bureaucratie, d'incapacité à avancer, alors que là, il y avait 200 000 tests par semaine de disponibles, existants. De surcroît, l'initiative privée, on va être très en retard. Maintenant, c'est une course contre la montre. Il faut tester, c'est la seule solution, tout le monde le sait. Enfin, moi, j'ai l'impression d'enfoncer des portes ouvertes qui sont tellement évidentes que ça devient décourageant, mais on va y arriver à l'usure. Hein. J'ai envie de vous poser une dernière question qui est très importante. Vous êtes député et donc vous étiez maire de Hyères. Par là, il y a le RERD qui passe. Oui. Il y a la SNCF, la RATP, Keolis, Transdev, Agir, l'Union des transporteurs publics qui demandent, en tout cas qui tirent la sonnette d'alarme. Selon les transporteurs publics, il n'est pas possible de concilier déconfinement et distanciation sociale dans les transports. Est-ce que vous avez déjà pris le RERD ou pas ? Oui, je connais mon RER par cœur. C'est évident. Alors, 2 choses. D'abord, tout le monde ne va pas retravailler, il faut maintenir un télétravail, il faut étendre les horaires, mais comment ça se passe en Asie ? Il y a un masque, il faut des masques, il faut des masques, il faut de l'hygiène. Si les personnes respectent les masques mais n'ont pas de gel, se serrent la main, etc., ça ne sert à rien. Pourquoi tous les pays d'Asie, les gens sont dans des transports malgré des épidémies, ils ont des masques, ils ont du gel, et c'est la seule solution. Mais vous savez quand même que dans le RERD, on est tous collés quand même. Je le sais, mais on ne va pas être tous collés dans la période de déconfinement. Il va falloir faire une transition. Et c'est pourquoi les autorités ont raison de demander le maintien du télétravail pendant plusieurs mois. Parce que s'il n'y a pas le télétravail qui est maintenu dans les entreprises, et si on retrouve la fréquentation du RERD, c'est évident qu'on aura des soucis. Mais attention, on prend le problème à l'envers. On invente des règles kafkaïennes, alors que si vous avez un masque adapté et qu'il y en a en nombre suffisant pour le changer toutes les 3 heures, si vous avez un masque adapté pour l'aller, un autre masque pour le retour, si vous avez votre gel, si les choses sont faites correctement avec des tests, il n'y aura pas de problème. C'est-à-dire qu'on a pris dans notre pays le problème à l'envers. J'ai vu arriver des circulaires, mais on croit, mais c'est un cauchemar, des circulaires pour les écoles ou pour les transports ou pour les entreprises qui sont inapplicables. Inapplicables. Donc l'enjeu n'est pas là. L'enjeu est d'être en amont, d'agir en amont. Voilà ce que je voulais vous dire, les amis. Je ne veux pas être trop long parce que ça fait déjà, je ne sais pas quelle heure est-il là. Vous avez quelle heure ? 18h48. Ah oui, il faut finir à 50. Il y a Livio qui nous dit en commentaire, le professeur Raoult a dit que la seconde vague de l'épidémie de coronavirus était la science-fiction. Vous qui appréciez le docteur Raoult. Alors attendez, je vais être très clair avec vous. En tant que responsable public, je ne croirais pas ce genre de prévision parce que je pense qu'un responsable public doit s'adapter au pire. Donc, autant je reconnais au professeur Raoult d'avoir mis en place un traitement qui fonctionne et qui donne des résultats plutôt positifs, en tout cas c'est le seul qui fonctionne plutôt positivement, autant je n'ai pas à suivre obligatoirement la prévision la plus optimiste. C'est pourquoi d'ailleurs j'ai demandé au gouvernement de doubler la capacité de réanimation dans l'année qui vient. C'est un immense chantier parce que
nous devons absolument atteindre les 15 000 lits de réanimation si nous voulons pouvoir absorber un futur choc, une future épidémie. Donc, là aussi, moi, je ne suis pas l'avocat du professeur Raoult. Je l'ai entendu. Il y a des points où je le trouve convaincant. Il y en a d'autres où je trouve ça plus aléatoire. J'espère qu'il a raison, mais je ne pourrais pas parier là-dessus. Mais c'est-à-dire que là, vous êtes le Emmanuel Macron bis. C'est-à-dire qu'en gros, les scientifiques, d'un côté, disent non, il ne faut pas rouvrir les écoles en septembre. Ah, mais non, on va rouvrir les écoles dès maintenant. C'est la même sur chose. Les écoles, excusez-moi, sur les écoles, j'ai dit qu'il ne fallait pas les rouvrir en septembre. Non, mais là, il fallait attendre. Mais je prends l'exemple pour vous avez raison, mais j'estime qu'un responsable politique doit toujours prévoir le pire. Et qu'on ne peut pas faire de paris avec la santé des Français. Et c'est parce qu'on a fait des paris avec la santé des Français en supprimant le stock stratégique, en disant le virus ne va pas arriver, il est arrivé. Je crois que le rôle d'un responsable politique, il y a les scientifiques qui donnent plusieurs hypothèses et qui ne sont pas d'accord entre eux. Et à partir de cela, on doit essayer de préparer le pays pour répondre sur le plan sanitaire et éviter une catastrophe économique et sociale. Si déjà on arrivait à ça, ce serait beaucoup. Je vous remercie. Merci beaucoup, Nicolas Dupont-Aignan. Portez-vous bien. Et rassurez-vous, je rassure mes ennemis, je suis en pleine forme et je tiens. Voilà. On nous retrouve dans peut-être demain ou après-demain avec Jean Lassalle pour. Très bien. Et bravo à votre initiative. Bon courage à vous. Au revoir. Merci.